Bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom Classic où je vais vous montrer comment retoucher une photo d'oiseau pour passer de cette photo brute à cette photo. Alors, avant de se lancer à fond dans le post-traitement et manipuler les curseurs dans tous les sens, il faut d'abord un petit peu réfléchir à ce qu'on veut faire. Et donc, en analysant cette photo, une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle n'est pas très bien cadrée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si vous êtes photographe d'oiseaux, vous savez qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut et que l'oiseau, il ne va pas poser pendant 10 minutes pour nous, donc on shoot au mieux qu'on peut. Donc, évidemment, je vais recadrer cette image, mais la question à se poser, c'est de combien de pixels je dispose et jusqu'où je vais recadrer. Donc, pour savoir combien de pixels j'ai dans ma photo, si vous ne connaissez pas le nombre de pixels que votre capteur est capable de livrer, eh bien, en appuyant sur I, vous voyez les informations défiler en haut à gauche. Si vous n'avez pas les mêmes informations que moi, sachez que ça se règle ici dans Affichage, Options d'affichage. Et donc ici, vous avez sur la loupe 1, c'est-à-dire la première fois que je vais appuyer sur la lettre I, le nom du fichier, la date et l'heure de capture et les dimensions recadrées. Et ici en 2, j'ai mis d'autres réglages, l'expo et les ISO et les paramètres de l'objectif. Et donc ça me permet, voilà, en appuyant sur I comme ça, de cycler chaque fois entre 3 affichages. Donc, celui qui m'intéresse, c'est de savoir combien de pixels j'ai. Donc 8256 fois 5504, ça nous fait bien donc 45 millions de pixels, ce qui est beaucoup. Ça veut dire que je peux retailler fortement dans l'image. Mais voilà, ça va être différent en fonction de vos boîtiers. Certains ont 36 millions de pixels, d'autres 24. Et donc forcément, les possibilités de recadrage sont moins importantes. Donc, au niveau du recadrage, je peux déjà éliminer toute la partie de droite qui n'est pas du tout intéressante. Et donc, si je prends l'outil recadrage ici, je pourrais faire ça, par exemple, voilà, et déjà avoir quelque chose de plus sympa. Mais au final, ici, je n'ai pas spécialement envie de laisser beaucoup d'espace négatif. Donc, l'espace négatif, c'est la zone vide ici à gauche qui peut aider à mettre en valeur le sujet. Ici, vu que le rouge-gorge me regarde, eh bien, en composition, c'est souvent important que le sujet soit suffisamment près. Et donc, avec ce type de cadrage, lorsque je vais l'avoir en plus petit, finalement, le sujet, il ressort beaucoup moins. Donc, je vais aller vers un portrait serré. Donc, je reprends l'outil recadrage. Je vais inverser la grille ici de recadrage et passer en mode portrait. Donc, pour ça, il suffit d'appuyer sur X. Vous voyez, ça permet de cycler comme ça entre mode portrait et mode paysage. Donc là, je vais un petit peu agrandir, voilà. Et je vais chercher un recadrage, quelque chose comme ça, plus serré. Mais au final, il y a beaucoup d'espace vide en haut et donc peut-être qu'un format 4/5e. Alors, j'ai toujours tendance à prendre des formats standards que l'on retrouve donc ici, plutôt que de déverrouiller le cadenas et de pouvoir faire librement ce qu'on veut. Pourquoi? Eh bien, parce que les publications, par exemple sur les réseaux sociaux, ou lorsque vous voulez imprimer vos photos, eh bien, elles correspondent à des ratios en général prédéterminés, et donc votre photo passera mieux si vous adoptez un ratio standard. Donc ici, je pense que 4/5e va bien convenir, me permettant donc de faire un portrait rapproché. Voilà. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est combien il me reste de pixels. Donc j'ai appuyé sur I et là je vois qu'il me reste 2678 fois 3347. Bref, il me reste même pas 9 mégapixels. Donc ça c'est suffisant pour les réseaux sociaux par exemple, mais si je voulais imprimer en grand cette photo, eh bien ce serait trop petit. Donc je vais utiliser la super résolution disponible dans Lightroom Classic pour agrandir déjà au maximum mon image à la base pour que ensuite quand je recadre, eh bien, j'aurai beaucoup plus de pixels. Donc pour ça, je vais réinitialiser la photo parce que le recadrage n'est pas la première opération à effectuer dans l'ordre recommandé par Adobe. Donc si vous n'êtes pas au courant, il y a désormais un ordre recommandé que je vous affiche ici à l'écran et qui, même si il ne doit pas être respecté à la lettre, c'est pas que votre ordinateur va exploser si vous ne le respectez pas, c'est préférable dans la mesure du possible d'essayer de le respecter parce que ça vous évite de devoir mettre à jour
les masques IA, c'est cette fameuse icône ici qui devient jaune lorsque vous n'avez pas respecté l'ordre. Et du coup, en fait, parfois, ça peut vous obliger à régénérer des choses que vous auriez supprimées, par exemple avec l'outil supprimer IA. Donc, c'est préférable d'essayer dès maintenant de suivre cet ordre recommandé. Je vous rappelle au passage que cette liste ici que j'affiche en superposition est disponible sur mon site. Je vous remettrai le lien à la fin de la vidéo si vous voulez la télécharger. Et je vous mettrai d'ailleurs un lien vers la vidéo qui explique ça en long et en large. Donc, revenons à nos moutons. Dans l'ordre des opérations, c'est d'abord tout ce qui est réduction du bruit, détail brut ou super résolution. Ensuite, la suppression des distractions, les personnes, développement génératif, pas ici, poussière, et supprimer, non, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose à supprimer, flou de l'objectif. Profil de l'objectif, c'est donc les corrections optiques qu'on va bien sûr faire. Et vous voyez, voilà, recadrer et transformer. Avant d'aborder donc soit un profil adaptatif, ce que je ne vais pas faire ici, les réglages globaux et les réglages localisés avec le masquage. Donc, on va d'abord donc appliquer la super résolution. D'ailleurs, vous aurez remarqué au passage que j'ai réordonné mes onglets de manière à respecter au mieux possible l'ordre des opérations recommandées par Adobe. Et donc ça, on le fait tout simplement en faisant un clic droit et en sélectionnant personnaliser le panneau développement. Ça vous ouvre cette fenêtre qui vous permet de placer les onglets dans l'ordre que vous désirez. Une fois que vous avez réagencé vos onglets, vous devez enregistrer et redémarrer Lightroom classique pour que ça prenne effet. Bon, ici, je ne vais pas le faire, mais comme ça, vous savez comment on le fait. Et donc, je viens dans Détail. Ici, je ne vais pas réduire le bruit. L'image n'est pas bruitée. Mais donc, ici, je vais appliquer la super résolution. Hop, on en a pour 5 secondes. Et du coup, je vais vous montrer les dimensions en pixels. À l'écran, rien ne semble avoir changé parce que le niveau de zoom est resté en adaptatif. Mais regardez, si j'appuie sur I, on a désormais 16 512 fois 11 008 pixels, soit 181 mégapixels, plus que les moyens formats Hasselblad et compagnie. Et donc maintenant, je peux recadrer tel que je voulais le faire à la base, X, et je vais donc choisir, comme je vous l'avais dit, 4/5, voilà. Hop, je vais serrer un, rien plus. Et donc là, il me reste, comme vous pouvez le voir, 6079 fois 7599, soit même un peu plus que le format brut de mon capteur du Z8 ou Z9. Je crois que c'est le Z9 ici. Oui, c'est le Z9. Donc voilà pour la super résolution et le recadrage. Je peux fermer cet onglet. Et donc, si je raffiche l'ordre des opérations, on est à recadrer et transformer. Et comme vous pouvez le voir, j'aurais dû faire les profils de l'objectif d'abord. Ça n'est point grave. Ce n'est pas une opération IA, donc ça ne va pas vraiment causer de problème. C'est surtout aussi pour des questions de performance qu'est recommandé cet ordre d'opération. Donc ici, si je viens sur correction de l'objectif, vous voyez que je l'ai mis aussi dans le haut de mes onglets. Je supprime les aberrations chromatiques toujours. Ça ne porte jamais préjudice à l'image. Et activer le profil de correction. Voilà, vous voyez, c'est très léger. Mais comme ça, c'est parfait. Et donc maintenant, on peut travailler donc globalement en adoptant les réglages globaux et le masquage. Et normalement, je n'ai plus besoin de revérifier l'ordre des opérations. Alors, un des premiers trucs que je vais faire de manière globale, c'est la balance des blancs. Alors, on a la pipette ici, mais qui nécessite que l'on trouve quelque chose de gris, ce qui n'est pas forcément le cas de cette branche. Donc, je préfère, dans ces cas-là où j'ai du mal à trouver quelque chose qui est censé être gris neutre dans la photo, passer en réglage manuel de balance des blancs en ajustant le curseur température et nuance. Mais pour bien percevoir les couleurs qui sont présentes à ce stade, je vais mettre la vibrance et la saturation à plus 100. Non pas dans un but esthétique, vous vous en doutez, mais dans le but de voir la dominante de l'image qui est clairement jaune ici. Donc je vais remettre la pipette ici à sa place. Et donc maintenant, je vais ajuster température et nuance en essayant de séparer au mieux les couleurs. Donc on va aller vers le bleu puisqu'on voit qu'on a une dominante jaune. Voilà. Et là, on arrive à mieux séparer les couleurs, comme vous pouvez le voir.
et on peut éventuellement voir ce que fait nuance, mais là, en général, les ajustements restent mineurs. On a maintenant une meilleure séparation des différentes couleurs dans l'image. C'est ça le but de cette opération d'augmenter les curseurs vibrance et saturation à plus 100, c'est d'arriver à séparer au maximum les couleurs de l'image. Ensuite, évidemment, on ne va pas rester avec ces valeurs fantaisistes, et donc on va réinitialiser d'un coup les deux curseurs en faisant un Alt ou Option clic sur réinitialiser présence ici. Et donc maintenant, notre balance des blancs est neutre. Est-ce qu'elle est belle ou pas? Ça, c'est autre chose, mais elle est neutre. Et typiquement, ce que je fais à ce stade-là, c'est je remonte la vibrance et la saturation légèrement parce que ça a tendance à neutraliser un peu trop l'image. Et donc là, je remonte un petit peu et un chouïa la saturation. Et bien entendu, vous avez toujours la liberté de venir influer sur la balance des blancs si vous ne voulez pas qu'elle soit neutre, hein. On peut très bien vouloir que ce soit un peu plus chaud, mais du coup, on a limité un peu cette dominante qui recouvrait l'image et dont on ne se rend parfois pas toujours compte à l'œil. Ensuite, au niveau global, maintenant, je ne pense pas que je vais faire d'autres choses en particulier. L'image est nette, donc je ne vais pas spécialement ajouter de la netteté à ce stade-ci. Et donc, je vais analyser la photo en termes de lumière. Alors pour ça, je vais simplement passer en noir et blanc en cliquant ici sur NB. C'est juste pour ne pas être distrait par la couleur et mieux percevoir ce qui attire l'œil. Donc pour ça, je vais dézoomer. En appuyant sur Shift, vous faites apparaître le curseur de zoom et en le maintenant, donc, on peut comme ça dézoomer. Et ça permet en fait de mieux percevoir ce qui attire l'œil. On peut même l'inverser, c'est une technique qui est souvent utilisée pour évaluer ces compos, parce que vous n'êtes plus distrait par l'attention portée sur le sujet, mais uniquement ici par la lumière. Et donc clairement, qu'est-ce qui attire le plus mon œil? Moi, c'est la branche ici, alors que en fait, ça devrait être mon sujet, et plus particulièrement sa tête. Puisqu'ici, si on va dans un ordre de luminosité, on a la branche qui est la plus lumineuse, après le bas du rouge-gorge, et seulement après la tête. Donc je redresse l'image. Au passage, j'ai fait Shift W pour faire tourner l'image. Vous pouvez trouver ces paramètres ici, évidemment, dans l'onglet Photo, Rotation anti-horaire ou horaire. C'est ce que je viens de faire avec les raccourcis. Là, j'appuie sur la barre d'espace pour me remettre en zoom. Et donc, je peux quitter évidemment le mode noir et blanc. Maintenant, c'était juste pour évaluer l'image. Donc, une des premières choses à faire, ça va être de réduire la tension sur la branche. Pour ça, je vais passer sur les réglages locaux maintenant dans l'ordre des opérations. Donc, je suis bien ici en bas, masquage. Je n'ai plus rien de global à faire. Et donc, je viens chercher un masque. Alors, pour arriver à sélectionner cette branche, la sélection d'objets va probablement être le meilleur outil. Je vais simplement, comme ceci, peindre sur la branche et il y a de très fortes chances qu'il sélectionne la branche. Il a pris les pattes, mais ça ne me dérange pas parce qu'au final, je ne veux pas spécialement que l'attention soit attirée sur les pattes. Et donc, je vais réduire d'abord les hautes lumières et peut-être les blancs légèrement aussi. Regardez, si maintenant je repasse en noir et blanc, alors le raccourci clavier pour passer en noir et blanc, c'est V, comme voir et blanc. Vous voyez que la tension est déjà moindre sur la branche. Donc on a plus ou moins uniformisé. Maintenant, c'est ici la zone la plus lumineuse, mais on va la déplacer sur la tête. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va faire une sélection du sujet. Donc on va renommer son masque parce que c'est une bonne idée pour s'y retrouver mieux après. La branche. Et maintenant, je clique sur le petit plus et on va sélectionner le sujet. Mais maintenant, vous voyez que le sujet, bah déjà, il m'a pris la branche, la totale, quoi. Moi, je veux juste venir éclairer plus la tête. Alors, pour que ça se fasse de manière progressive et que ce ne soit pas visible que c'est une manipulation, on va le faire avec un dégradé radial, dans ce cas-ci, avec un fort contour progressif. Alors, comment je peux appliquer ensuite un dégradé radial juste sur la tête après cette sélection du sujet? Eh bien, on va faire, je vais déjà renommer mon masque, tête, et donc on va faire ce qu'on appelle une intersection. Donc, si vous cliquez ici sur les trois petits points, intersection du masque avec quoi? Avec un dégradé radial. Donc l'intersection ne va prendre que la partie commune aux deux masques. Donc on a un masque qui prend tout le sujet, et le masque que je vais tirer maintenant, c'est un dégradé radial, et donc il ne prendra que ce dégradé radial au sein du sujet.
Donc hop, et là maintenant, comme vous le voyez, je tire mon dégradé. Alors on ne voit pas les bordures parce qu'il faut appuyer sur H pour les voir, mais donc vous voyez ici en vert maintenant, ça ne sort pas du sujet. Et donc on a un beau contour progressif parce que vous pouvez le régler ici avec la pastille rouge, je vous le rappelle. L'idée c'est vraiment d'avoir le contour le plus progressif possible, donc je le mets à 100. Ça revient au même que tirer le curseur ici à 100. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement remonter l'exposition sur la tête. Voilà, je passe en noir et blanc. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On a les plumes qui sont un peu plus claires, mais c'est déjà beaucoup mieux. Alors on peut même rester comme ça en noir et blanc pour, là maintenant, clairement, on est attiré vers l'œil. Si j'appuie sur H pour cacher la pastille, on est beaucoup mieux. Attention, il y a une petite montée, je trouve, en saturation qu'on va tempérer donc ici avec l'onglet couleur et on va venir très légèrement baisser la saturation. Donc, je vous fais un petit avant-après en cliquant sur l'œil du masque ici. Avant, après. Là, on a clairement attiré l'attention sur cette zone. Et si on trouve que globalement c'est trop fort, eh bien on a ici, dans les réglages locaux, un curseur de quantité qui agit un peu comme l'opacité. C'est-à-dire que si je la baisse à 0, il n'y a aucun effet. Et là, on peut trouver un compromis qui reste plus réaliste. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin du coup de réintervenir sur les différents curseurs que vous avez manipulés plus bas ici. Donc ça, c'est une première chose de faite. Et maintenant, on va attaquer l'arrière-plan. Et donc, je vais créer un petit halo ici de lumière derrière le sujet et peut-être assombrir un peu les bords pour encore plus centrer l'attention sur ce dernier. Pour ça, on va d'abord créer un dégradé radial, tout simplement. On va l'appeler donc halo. Alors, il faut d'abord le tirer avant de pouvoir le renommer. Donc, on va le tirer comme ceci. Alors, j'appuie sur H pour revoir les limites. Je maintiens Shift, ça le tire parfaitement circulaire. OK, et je vais venir le placer derrière l'oiseau. Mais là, évidemment, si j'applique maintenant un réglage où je monte l'exposition, par exemple, eh bien forcément, l'oiseau va être éclairé avec. Or, moi, je ne veux pas que l'oiseau soit impacté par le réglage, donc il va falloir le soustraire, ici. Soustraction d'oiseau. Ah, il n'y a pas oiseau, mais il y a sujet, donc ça devrait fonctionner. Et voilà, la zone verte, qui est donc juste l'incrustation du masque, hein, je vous rappelle, ce n'est pas l'effet, nous a permis maintenant de séparer l'oiseau. Et donc maintenant, voilà, je peux remonter l'exposition pour créer cet effet d'halo que je peux d'ailleurs renommer au passage avant, après. Et si je le désire, je peux même modifier la colorimétrie, même si ici je trouve que c'est pas trop mal, l'orange en opposition avec le vert. Mais si maintenant vous voulez rester par exemple dans des tonalités plus analogues, plus automne, on a un contraste de couleurs entre l'orange et le vert, qui, si on observe une roue chromatique, l'orange et le vert, vert jaune, sont séparés plus ou moins par une teinte au milieu qui est donc le jaune. Donc on a ce qu'on appelle en théorie des couleurs une dyade. Alors ça peut fonctionner, hein, mais on peut aussi resserrer les couleurs donc et faire en sorte que l'arrière-plan soit également plus proche de l'orange en décalant donc les verts vers les verts verts, c'est le cas de dire, vers les jaunes orangés. Donc ça c'est tout à fait à votre appréciation artistique, mais je vais vous montrer donc comment procéder. Donc on peut le faire globalement avec le mélangeur de couleurs. Donc il faut aller sur teinte. Ici, on a un outil cible qui va permettre de détecter automatiquement quelle est là où les couleurs qui doivent être ajustées. Et donc si je tire ici, on va vers quelque chose de plus orangé, mais le souci, vous voyez, c'est que l'oiseau est impacté également. Donc moi, j'aurais éventuellement voulu n'appliquer ça que à mon halo. Le souci, c'est que mélangeur de couleurs n'est pas accessible en réglage localisé. Donc si je reviens sur mes masques ici en cliquant sur le petit rond, je viens sur halo. Vous voyez ici dans la liste des réglages disponibles, on n'a pas le mélangeur de couleurs. Alors, il y a plusieurs moyens d'y arriver avec les réglages ici locaux. On pourrait utiliser couleur du point, par exemple, mais je vais le faire en utilisant les curseurs disponibles dans l'onglet couleurs. Et donc, typiquement, je vais jouer ici sur température, nuance et éventuellement teinte si nécessaire.
pour obtenir de l'orange. Donc, pour obtenir de l'orange, je dois mélanger du jaune avec du magenta. Donc, si je vais à droite, vous voyez que là, ça devient jaune. Et là, en ajoutant du magenta, on obtient quelque chose de plus orange. Ça ne s'étend pas assez parce que probablement, voilà, mon dégradé radial devrait s'étirer plus sur les côtés. Donc, je maintiens Alt, voilà, et je tire des deux côtés. Quelque chose comme ça me plaît pas mal. Je peux repositionner tout à fait mon dégradé. Et maintenant, évidemment, c'est un peu fort saturé. Et donc, je reviens tempérer cette montée de saturation. Ici, avec le curseur, ben, vous l'avez deviné, saturation. Et voilà, là, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus subtil. Il reste encore légèrement des teintes verdâtres pour que ça fasse un peu mélange des teintes dans la nature. J'appuie sur Entrée et on va faire un petit avant, après. Alors, il est peut-être un peu décalé trop à gauche maintenant, donc on va un peu... Voilà, l'avantage de travailler avec ce halo, c'est que vous pouvez le repositionner où vous voulez. Voilà, quelque chose comme ça, derrière l'oiseau, ou peut-être ici, un peu derrière la tête pour attirer l'attention vers la partie haute. Avant, après, et maintenant, pour recentrer l'attention sur l'oiseau, parce que vous voyez que mon halo de lumière, évidemment, a rééclairé un peu l'ensemble quand même de la scène, je vais appliquer un vignettage, donc un assombrissement des bords, mais pas avec le curseur vignettage global qui se trouve ici, parce qu'il est centré et qu'on ne peut pas l'ajuster, on ne peut pas le bouger comme on veut, alors que si on fait la même chose, mais avec un dégradé radial à nouveau, donc je reviens ici sur mes masques, hop, je crée un dégradé radial assez grand, toujours avec un contour progressif à 100, et lui, je pourrais le bouger où je veux. Et donc, si j'assombris, vous voyez que j'assombris l'intérieur. Et donc, il va falloir l'inverser. Donc, quand vous voulez faire un vignettage, il faut tirer un dégradé radial et venir ici cocher la case inversée. Et voilà, maintenant, c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'ellipse qui va être impacté. Et donc, maintenant, on va venir simplement voilà, baisser l'exposition et évaluer notre effet. Et bien entendu, vous avez toujours la possibilité, parce que là, peut-être, si on observe l'incrustation en cliquant ici sur afficher l'incrustation, on voit qu'il recouvre quand même partiellement la tête de mon sujet et tout ça. Alors, soit on l'agrandit plus, soit, eh bien, on vient tout simplement soustraire le sujet. Soustraction, le sujet. Maintenant, notre rouge-gorge est bien mis en valeur et le regard recentré sur le sujet. Et idem, vous pouvez l'ajuster puisqu'il s'agit d'un réglage localisé grâce au curseur quantité. Vous n'avez même pas besoin de revenir sur exposition. Il vous suffit ici de simplement venir soit accentuer encore plus l'effet, soit venir le doser plus finement. C'est tout à fait là, selon vos goûts et votre volonté artistique. Et idem pour le halo, vous pouvez à tout moment décider que c'est trop fort et revenir en arrière pour un résultat plus ou moins naturel. Alors, on va faire un petit avant-après. Donc, pour voir l'effet global, donc si je fais Alt ou Option X, je vois l'avant-après, mais sans le recadrage. Donc, pour ça, je vais réinitialiser la photo et puis annuler tout simplement. Ou je pourrais passer dans l'historique alternativement. Avant, après. Avant, après. Et donc là, je trouve que j'ai un peu forcé sur la lumière sur la tête. Eh bien, je clique sur tête et je viens simplement réajuster la quantité de l'effet et la rend plus subtile. Et la branche me paraît aussi fort grise, donc je vais revenir sur branche. Tout ça est entièrement modifiable et donc on va un peu la réchauffer légèrement grâce au curseur de température. Et là, l'idéal, c'est de revenir une heure ou voire mieux le lendemain sur votre photo et voir si vous estimez que vous avez exagéré dans certains réglages ou pas. Et ce que vous pouvez faire comme technique que j'utilise assez souvent, c'est de créer par exemple deux copies virtuelles. Donc les copies virtuelles, je vous le rappelle, n'occupent pas de place sur votre disque dur. C'est comme leur nom l'indique, des copies virtuelles. Ça en fait une et j'en crée une deuxième. D'ailleurs, vous voyez, si j'appuie sur I, vous voyez copie 1, copie 2. Je viens sur la copie 1 et là, je vais par exemple réduire tous les effets de 20-30%.
Donc simplement en jouant avec le curseur quantité, je valide par entrée en cliquant 2 fois sur entrée, je passe sur la copie virtuelle suivante et là, je vais par exemple faire l'inverse. Venir sur quantité et booster un peu plus l'effet. La branche part. Et donc après, quand vous allez revenir le lendemain, une heure plus tard ou le lendemain, voire quelques jours après, vous allez les mettre en comparaison. Donc ici, j'avais déjà fait une première version auparavant. Et donc, je vais venir afficher toutes les photos en mode ensemble en cliquant sur cette icône ici. Et là, ça va me permettre d'évaluer au final quel est le traitement que je préfère. Et en fonction de la destination de l'image, si vous savez qu'elle va être sur un fond blanc ou un fond noir, vous pouvez changer le fond. Donc, il suffit pour ça de faire un clic droit et de venir choisir par exemple noir ou au contraire blanc et du coup d'évaluer quel est le traitement qui vous semble le plus approprié. Et donc ici, il y a très peu de variations entre les différents, mais c'est une méthode que j'utilise assez souvent pour évaluer un post-traitement, parce que c'est souvent difficile de se dire est-ce qu'on est allé trop loin ou pas, et donc ça peut être bien aussi de le montrer à quelqu'un d'autre et lui demander quelle variante il préfère. Et vous pouvez aussi évidemment les mettre côte à côte en passant cette fois en mode de vue comparaison, en cliquant ici en bas, et donc là les voir comme l'indique leur nom, côte à côte, et par exemple donner une étoile ou deux à celle qui vous paraît mieux par rapport à l'autre, vous basculez celle de droite dans ce cas-ci à gauche et vous la mettez en comparaison avec les autres versions, celle-ci une étoile par exemple, et du coup comme ça vous permet d'affiner votre choix. Donc je les remets en ensemble et vous pouvez me dire d'ailleurs lequel des 4 traitements vous préférez. Donc j'appuie sur L comme lumière. Donc quand vous appuyez une première fois, ça assombrit un peu l'écran. Et une deuxième fois, là, vous ne voyez plus du tout l'interface, mais juste les photos avec un petit cadre blanc autour, que malheureusement, à ma connaissance, on ne sait pas supprimer. Voilà, à vous de me dire si vous préférez 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez retrouver le récapitulatif de ces opérations en PDF en vous rendant donc sur mon site dans la rubrique articles, où vous pourrez d'ailleurs retrouver également l'article sur l'ordre des opérations dans Lightroom sous forme écrite avec la vidéo et la possibilité de télécharger cet article au format PDF ainsi que les fameux fichiers donc, que vous pouvez affiché en superposition dans votre Lightroom classique pour pouvoir voir l'ordre des opérations. Et donc, vous êtes chaque semaine des dizaines à télécharger donc tous ces articles que vous pouvez retrouver sur mon site. C'est vrai que c'est plus souvent facile de retrouver les différentes étapes dans un PDF que de devoir chaque fois révisionner toute la photo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao ciao!